Le massacre du 7 octobre a réveillé l'un des pires cauchemars de la mémoire juive, les pogroms de Russie et d'Europe centrale, ceux-là précisément qui ont servi à justifier la création d'un État où les Juifs pourraient vivre en sécurité. Il a aussi réveillé le traumatisme terrifiant de la Shoah. En perpétrant ce crime, le Hamas a envoyé implicitement un message subliminal à Israël. Nous voulons votre mort à tous. Le piège si bien tendu s'est refermé sur le monde entier. Ivre d'humiliation et de colère, le gouvernement de Benyamin Netanyahu a abattu sur les malheureux Gazaouis les feux de l'enfer. Un cataclysme destiné en principe à annihiler le Hamas, mais qui de fait a détruit villes et villages sur la tête de leurs habitants. Les images de centaines de milliers de Palestiniens marchant sur les routes, traînant derrière eux leurs enfants terrorisés, avec sur le dos matelas, ustensiles de cuisine et valises mal fagotées, ont réveillé le spectacle de la grande expulsion de 1948, la Nakba, comme ils disent. De peuple à peuple, Israël a lui aussi envoyé un message subliminal aux Palestiniens. Nous ne voulons plus vous voir sur cette terre. 8 mois plus tard, en dépit des pressions du monde entier, sur Israël comme sur le Hamas, cette logique du cauchemar contre cauchemar a toujours cours. Abreuvés de propagande gouvernementale, les Israéliens regardent sans broncher cette réalité où une population de 2 millions de personnes, déplacées de force, privées d'eau et de nourriture, continue d'être bombardées sans relâche par leur armée. Que dans leur grande majorité, ils vomissent en même temps Netanyahou, largement responsable à leurs yeux du drame, ajoute au paradoxe. Comment comprendre cet incompréhensible-là? Ni les catégories morales, ce n'est pas bien ce que vous faites, ni le langage de la logique politique, ce n'est pas dans votre intérêt, ne sont opérants. Comme un seul homme, la société juive israélienne semble être devenue amok, du nom de cette folie observée en Malaisie et décrite par Stefan Zweig dans son roman éponyme. Elle touche en général un individu seul, soudain saisi d'une rage incontrôlable, qui se lève et se met à courir en tuant le maximum de gens sur son passage, n'entendant ni langage ni raison, impossible à arrêter. Il court vers la perte des autres en même temps que vers la sienne propre, une forme de suicide meurtrier. Le 7 octobre n'aura pas seulement été traumatisant pour le nombre de victimes civiles qu'il a causé, il aura été aussi par le fait que la matrice même du sionisme, sa fiction, son récit fondateur, ont été gravement ébranlés ce jour-là. Au lendemain d'un massacre qui les a pris à ce point au dépourvu, comment les dirigeants faillis pourraient-ils encore faire croire qu'Israël peut accueillir en toute sécurité les Juifs du monde entier et offrir à ses citoyens une protection sans faille, appuyée sur une supériorité militaire incontestable? C'était pourtant le contrat de base, la raison d'être d'Israël. Ces dirigeants frappent donc le Hamas, oui, mais surtout une population civile désarmée, dans le vain espoir de rétablir leur force de dissuasion. Ils la frappent pour lui montrer de quoi ils sont capables, comment personne ne peut les arrêter, et ce qu'il en coûte de s'en prendre à Israël. Ils frappent contre eux-mêmes, leur douleur intolérable, la faiblesse en eux qu'ils n'imaginaient pas, leurs rêves brisés, et réussissent seulement à montrer un visage hideux aux yeux du monde. Leur prétexte, le Hamas se cache sous les écoles, sous les mosquées, les hôpitaux, les centres pour réfugiés, les universités, l'ONU, les cimetières, et jusque derrière les berceaux des bébés. Ils ne réalisent pas que cette justification ne convainc plus personne, sauf leurs citoyens, traumatisés, prêts à tout avaler pour se croire encore maîtres du récit. C'est comme si les scènes d'horreur du 7 octobre passaient en boucle devant leurs yeux et que, de ce fait, leur compassion ne pouvait plus aller qu'à leurs otages prisonniers du Hamas et à leurs soldats partis en campagne, père, fils, frère ou mari. Les autres n'existent tout simplement plus. Pendant ce temps, les protestations contre les massacres perpétrés à Gaza se sont étendues au monde entier. Une autre guerre se déroule ainsi, celle des récits. Benyamin Netanyahu doit se frotter les mains quand il entend le slogan « From the river to the sea, Palestine will be free », cri doux à son oreille, parce qu'il prouverait que l'État d'Israël serait menacé dans son existence même. C'est pour lui la pièce à conviction qui manquait, et tous les pro-israéliens de la planète la brandissent derrière lui, à commencer par les sénateurs républicains amis.
Ces mots reviennent sur leurs lèvres chaque fois qu'ils questionnent l'une ou l'autre des directrices des universités les plus réputées d'Amérique, chaque fois que du haut de diverses tribunes, ils font le procès en antisémitisme de ceux qui protestent contre les massacres en cours à Gaza. Que nombre de Palestiniens et de leur soutien à travers le monde souhaitent la disparition d'Israël ne fait pas de doute. Le Hamas l'a clairement annoncé dès le début, mais il n'est après tout qu'une toute petite organisation terroriste qui a profité d'un incroyable effet de surprise, explicable seulement par l'arrogance et l'aveuglement des dirigeants israéliens, pour passer à l'action. Ce sont les représailles israéliennes, terribles, interminables, qui ont finalement provoqué l'onde de choc secouant les universités et les opinions occidentales. Beaucoup d'antisémites plus ou moins refoulés en ont profité pour cracher leur venin et proclamer ouvertement leur racisme anti-juif. C'est indéniable. Mais comment ne pas voir que la grande majorité des manifestants sont sincèrement et profondément indignés par les crimes d'Israël. Le spectacle des destructions et des souffrances qui n'en finissent pas est intolérable. Nombre de jeunes, arabes ou non, qui étaient pacifiques hier, ou ignorants, ou indifférents, considèrent aujourd'hui Israël comme le mal absolu, un État criminel, colonial, génocidaire. From the river to the sea, crie-t-il. Mais en termes strictement réalistes, la probabilité d'une mise en danger réel de l'existence d'Israël est à peu près nulle, en tout cas pour l'instant. Le fameux slogan n'est donc aujourd'hui qu'une incantation dont le seul effet pratique est d'offrir un cadeau inespéré à un gouvernement qui se couvre de ces mots, rien que des mots pourtant, pour justifier la très réelle destruction de la bande de Gaza. Pour beaucoup de manifestants, le slogan en question n'implique d'ailleurs pas la disparition d'Israël, mais le soutien à un éventuel État binational où juifs, chrétiens, musulmans et athées vivraient en citoyens libres et égaux, soumis à une même loi. La fameuse solution à deux États, disent-ils, répétée ad nauseam comme un mantra depuis 3 décennies, n'a pas freiné un seul jour la colonisation des territoires occupés. Elle est devenue l'excuse largement partagée pour ne rien faire, ou pour laisser faire. En signant les accords d'Oslo avec Arafat en 1993, le Premier ministre Rabin avait compris que l'évolution démographique risquait de mettre en minorité la population juive comprise entre la rivière et la mer, et qu'il fallait donc impérativement prévoir 2 États séparés. Mais Rabin a été assassiné par un extrémiste juif, et ceux qui l'ont combattu, avec la dernière violence, au premier rang desquels Netanyahou lui-même, sont au pouvoir aujourd'hui. Voilà comment, depuis une 30aine d'années, la politique d'Israël a précisément visé à liquider ce qui reste des accords d'Oslo et poursuivre à marche forcée la colonisation, de façon à ce que la solution dite à 2 États devienne quasiment impossible. Si celle-ci est abandonnée, que reste-t-il? Un seul État, l'État d'Israël, de la rivière à la mer. Mais comment faire afin qu'il garde une majorité juive pour toujours? Il n'y a que 2 voies possibles. La déportation massive de la population palestinienne et l'établissement d'une société ouvertement d'apartheid. À choisir en État juif et démocratique, les partis d'extrême droite, sionistes religieux et autres ultra-orthodoxes qui tiennent Netanyahou en leur pouvoir ont déjà tranché. L'ironie tragique de l'histoire, c'est qu'Israël s'enfonce chaque jour davantage dans le piège que le Hamas lui a tendu, alors que l'objectif qu'il poursuit depuis sa naissance, être pleinement accepté par le monde arabe qui l'entoure, est à portée de main, du moins sur le papier. À condition qu'un État palestinien à peu près crédible soit mis sur les rails, l'Arabie saoudite et les pays qu'elle entraîne derrière elle se montrent prêts à cela. Il ne s'agirait pas d'une paix froide comme celle conclue par Israël avec l'Égypte ou la Jordanie, mais d'une réelle intégration régionale. Tout dictateur sans scrupules qu'il soit, Mohammed Ben Salman, MBS, le prince héritier saoudien, est doté d'une vision. Il dit en substance aux Israéliens, « Vous avez la technologie, nous avons l'argent, l'Égypte a la population, Palestiniens et Libanais sont hautement cultivés, nous deviendrions une région puissante qui compterait dans le monde si nous unissions nos destins. » Et les forces qui nous sont opposées, Iran, Hamas, Hezbollah, Houthi, en seraient marginalisées. Cela ne veut pas dire que la solution dite à 2 États soit pour autant viable dans un espace aussi étroit. Elle ne serait qu'un arrangement transitoire, une béquille, en attendant que les haines s'apaisent et que l'on puisse envisager, dans quelques années, la création d'une sorte de fédération régionale permettant à tout le monde de vivre en paix et en sécurité. Un rêve, certes,
qui a fort peu de chances de se réaliser, mais qui paradoxalement est le seul réaliste si l'on veut éviter l'apocalypse. Pour les Israéliens, cela impliquerait de renoncer pour de bon à la colonisation et de reconnaître tout le mal qu'ils ont fait aux Palestiniens, à commencer par leur expulsion de leur terre il y a 75 ans. Car le déni du malheur que les Palestiniens ont subi, comme les Arméniens vis-à-vis des Turcs, aggrave terriblement le problème et le ressentiment. En son temps, Frédéric de Klerk, le premier ministre sud-africain, avait fait un pari audacieux en acceptant la loi de la majorité, ce qui avait mis fin à l'apartheid. En son temps, David Ben Gourion avait proposé, au lendemain de la guerre des 6 jours, de rendre les territoires occupés en échange de la paix, mais il n'était plus au pouvoir. Hélas, Netanyahou n'est pas de cette étoffe-là, avec ses acolytes d'extrême droite, et pour servir son intérêt personnel, il entraîne son peuple dans une folie meurtrière, suicidaire, sans issue.